Merci beaucoup et merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un point d'étape sur les travaux qui concernent le nouveau dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nous n'en sommes pas encore au point de la certification qui commence déjà à être déployée. Pour rappel, c'est la loi en 2019, la loi OTSS, qui nous a confié la mission à la fois d'élaborer la procédure d'évaluation des ESSMS, c'est-à-dire produire le référentiel, les méthodes d'évaluation, le modèle de rapport, autrement dit porter une démarche nationale qui jusque-là n'avait pas été construite, et puis un deuxième axe autour du cahier des charges d'habilitation des organismes qui sont en charge de procéder aux évaluations, l'un des enjeux ayant été de monter en professionnalisation et en indépendance de ces organismes et des évaluateurs, et je reviendrai sur ce sujet à la fin. Nous avons démarré les travaux dès que la loi nous a donné ces missions, avec d'abord ce qui pose le cadre finalement de ce qui portait ensuite, à savoir des orientations stratégiques et l'identification à la fois d'un certain nombre d'enjeux auxquels cette démarche, en tout cas pour les années à venir, doit répondre, et puis un certain nombre de valeurs. Ces enjeux, ils sont au nombre de 3, et vous voyez tout de suite comment ça fait écho avec les axes du projet stratégique de la HS qu'on vous a présenté en introduction. Le premier point étant de permettre à la personne d'être actrice de son parcours. Le deuxième point, c'est de renforcer la dynamique qualité au sein des établissements et services. On sait que depuis la loi de 2002, il y a un certain nombre de points qui sont portés. La question de l'évaluation, on a maintenant un recul de 15 ans sur la démarche d'évaluation. Alors, nous sommes en train de construire un nouveau modèle, mais il n'empêche que il y a eu un embarquement de l'ensemble du secteur sur ces sujets-là. Et puis, le troisième point, qui est, à mon avis, totalement central si on veut vraiment bouger les pratiques professionnelles, c'est de promouvoir une démarche qui soit porteuse de sens pour les établissements et les services et pour les professionnels. Là encore, un point commun avec les démarches de certification. Sur la question des valeurs, en miroir avec les enjeux que nous avons repérés, la production du référentiel, elle doit non seulement promouvoir les bonnes pratiques d'accompagnement, mais il s'agit surtout de renforcer le pouvoir d'agir de la personne, de s'assurer du respect des droits fondamentaux, de porter la question de l'approche inclusive des accompagnements, et puis la réflexion éthique des professionnels, dont on a pu voir avec la crise sanitaire auquel nous sommes encore aujourd'hui confrontés, que ce sujet est monté très fortement et assez fondamental, en tout cas dans les pratiques professionnelles dans le secteur social et médico-social. La démarche d'évaluation, d'emblée, il a été poser le fait qu'elle se lirait, porter un regard aux 3 niveaux que vous voyez là, donc un regard au plus près des personnes accompagnées pour recueillir notamment leur point de vue, leur perception, échanger avec les professionnels autour de ces situations individuelles, un regard porté au niveau des professionnels, du travail en équipe, de la mobilisation des professionnels entre eux, et puis un regard qui est porté au niveau de l'établissement du service, autrement dit au niveau de la gouvernance. Voilà, donc c'est bien à ces 3 étages que le regard évaluatif va aller se porter. Si nous continuons, le parti pris de la HS au tout démarrage a été de dire nous allons faire un référentiel commun sans forcément identifier jusqu'où on pourrait aller dans le commun et à quel moment on aurait besoin d'aller vers le spécifique. Il n'empêche que c'est bien dans cette logique que nous avons démarré les travaux. Nous avons constitué des groupes de travail centrés sur des thématiques et non pas sur des types d'établissements, des types de services ou des types de publics. Nous avons sélectionné la candidature de 150 professionnels et usagers de l'ensemble du secteur social et médico-social. Donc, je vous rappelle que nous concernant, c'est non seulement le secteur des personnes âgées, services, établissements, le secteur du handicap, enfants, adultes, établissements et services, mais également tout le secteur de, ce qu'on appelle l'inclusion sociale, qui est celui de la grande précarité avec les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tout ce qui est les demandeurs d'asile, les foyers de jeunes travailleurs, le secteur de la dictologie, et puis, dernier grand pan de notre activité, la protection de l'enfance. Donc, nous avons constitué 8 groupes de travail thématiques, dont vous voyez la déclinaison là, en veillant à chaque fois d'avoir à la fois des usagers et des professionnels et de l'ensemble des secteurs que je viens de vous citer. Ces groupes de travail thématiques, c'est donc droit, protection, bien-traitance, c'est la question des soins, de l'accompagnement à la santé au sens évidemment OMS du terme. Nous avons également eu un groupe de travail sur comment est-ce qu'on recueille la parole des personnes, comment est-ce qu'on recueille cette expertise
expérience et comment ça vient servir le projet de renforcement de l'autonomie des personnes. Un groupe de travail sur à la fois la personnalisation de l'accompagnement et du coup l'inscription dans des parcours d'accompagnement mais parcours de vie, la place des aidants et des proches dans ces parcours. Un sujet qui abordait à la fois scolarisation, apprentissage, insertion et sociale et professionnelle. Une autre thématique qui est l'investissement des établissements et des services permettant la participation à la vie sociale et culturelle des personnes et comment est-ce qu'on s'ouvre pour accompagner, pour que les personnes puissent en tout cas s'inscrire dans des projets sur la cité. Et puis un groupe sur prévention, gestion des risques, un peu en miroir des autres groupes. Prévention et gestion des risques, ça peut être le risque de maltraitance, le risque de fugue, le risque de chute, les risques liés évidemment aux médicaments, les risques de violence, enfin tous ces éléments-là qu'on retrouve dans l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et puis finalement, je dirais un peu en fondation de ces éléments-là, c'est la stratégie de l'établissement, comment il construit son projet, comment est-ce qu'il développe une politique d'innovation, une politique de qualité de vie au travail, comment est-ce qu'il s'inscrit dans des partenariats au niveau du territoire. Donc voilà un peu l'ensemble de ces thématiques qui ont été travaillées donc par ces approches pluriprofessionnelles. Ces groupes de travail se sont réunis à 4 reprises entre novembre 2019 et décembre 2020. Nous avions imaginé au départ uniquement 3 sessions, mais nous en avons rajouté une pour faire un retour d'expérience sur la crise Covid et pouvoir s'assurer qu'il n'y avait pas du coup des éléments nouveaux à injecter ou des éléments à revisiter. Ces groupes de travail ont proposé un certain nombre d'objectifs et décliné ces objectifs en critères. Et puis ensuite, l'équipe du service évaluation à réorganiser, cartographier l'ensemble de ces critères et objectifs et réorganiser pour proposer un référentiel en 3 chapitres. Ce référentiel a été mis en consultation début janvier. Voilà, donc a été mis en consultation publique début janvier pour 6 semaines sur une plateforme participative permettant à tous ceux qui souhaitaient de participer à cette consultation. On a eu à la fois des participants usagers, professionnels, venant des tutelles, des organismes habilités. Comme vous le voyez, nous avons rencontré un franc succès puisque nous avons eu près de 9000 contributions qu'il a fallu traiter ensuite, issues de un peu plus de 700 participants, alors individuels ou collectifs, à savoir ça pouvait être un professionnel ou un usager qui souhaitait contribuer, mais ça a été aussi des retours beaucoup plus collectifs. On sait qu'il y a eu des mobilisations de fédérations, de grandes associations qui ont fait travailler les professionnels, fait travailler des usagers et produit du coup un retour collectif. Donc je vous disais franc succès puisqu'on a quand même eu globalement plus de 70% de votes positifs sur les critères et objectifs que nous proposions. Nous ouvrions la possibilité à des amendements sur la formulation, sur tout commentaire qui était possible. Et là encore, un dialogue pouvait s'installer entre personnes qui participent à cette consultation puisque ensuite chacun pouvait voter sur les amendements qui ont été proposés. Une fois cette consultation achevée, nous avons repris l'ensemble de ces contributions qui ont été analysées, qui ont été exploitées pour proposer des évolutions dans la rédaction du référentiel et qui sont encore aujourd'hui exploitées pour la suite de nos travaux. En tout cas, dans un premier temps, nous sommes retournés vers la commission sociale et médico-sociale avec des propositions d'évolution sur certains rédactionnels. Et aujourd'hui, nous disposons, je dirais, d'un référentiel V1 que nous allons expérimenter à l'automne. Nous continuons évidemment les travaux, à la fois pour élaborer des fiches par critères, puisque nous avons le critère à peu près stabilisé. Ça peut évoluer évidemment avec l'expérimentation, mais nous avons quand même un référentiel assez abouti. Pour chacun de ces critères, nous sommes en train de travailler les questions évaluatives qui vont permettre d'apprécier le niveau d'atteinte de ces critères, les éléments de preuve qui seront nécessaires pour apprécier ce niveau, le champ d'application. Peut-être préciser que dans les contributions qui, je vous disais en introduction, on est parti sur une démarche nationale visant à s'appliquer à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, il y avait beaucoup de craintes. Ce que je peux dire, c'est que les professionnels et les usagers qui ont participé au groupe de travail ont vraiment poussé cette question du commun et la consultation publique a permis d'aller encore un cran plus loin, puisqu'un certain nombre d'acteurs nous ont proposé des reformulations ou compléter la formulation de certains critères pour s'assurer que ces critères pourraient également s'appliquer à leur champ. Donc, on a aujourd'hui probablement
des critères qui, dans leur immense majorité, s'appliquent à l'ensemble des secteurs. Pour autant, on sait qu'il y a certains critères qui peuvent être non applicables à certains. Et donc, nous sommes en train, sur la base notamment des retours de la consultation publique, d'essayer d'identifier plus précisément quel est le champ d'application de chacun des critères. Et ces éléments-là seront rediscutés avec le groupe de travail à la fin du mois de juin. Autre élément qui figurera sur ces fiches critères, c'est les référencements sur les recommandations de bonnes pratiques qui ont pu être produites à NASM HAS, éventuellement des travaux qui ont été produits par d'autres. On peut penser aussi à des chartes, par exemple, et puis évidemment le référencement sur des éléments légaux ou réglementaires. Les méthodes d'évaluation, on en a dit déjà 2 mots au tout début de nos présentations, Catherine Grenier et moi-même. Nous sommes en train de décliner ces méthodes par chapitre du référentiel, des méthodes qui vont être notamment basées sur des traceurs, personnes accompagnées traceurs ciblés et des audits systèmes. Et donc, pour chacune de ces méthodes, nous sommes en train de définir les moyens qui seront associés, les entretiens, avec des grilles d'entretien auprès des personnes, auprès des professionnels, auprès de la gouvernance, l'analyse documentaire qui sera nécessaire, les points d'observation qui permettront également d'éclairer les résultats à un critère. Il nous reste à élaborer la procédure d'évaluation. Alors, ce qui me permet tout de suite de dire, je ne sais pas aujourd'hui ce que nous demanderons, si nous demanderons des documents d'entrée dans la procédure d'évaluation et quels documents. La question de la procédure d'évaluation interne, externe, aujourd'hui, texte de loi ne fait plus de distinction entre évaluation interne et évaluation externe. On parle bien d'une procédure d'évaluation. Cette nouvelle formulation, en fait, permet de sortir de la formalisation d'un rapport d'évaluation interne qui était envoyé aux autorités de tarification et de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'évaluation, d'auto-évaluation, enfin de mécanismes d'évaluation menés par les structures et les professionnels en leur sein. Mais c'est cette formalisation qui a disparu. Il faut qu'on mène encore des réflexions pour pouvoir vous répondre à la question de qu'est-ce qui nous sera demandé en amont des visites d'évaluation. Nous allons mener une expérimentation à l'automne qui aura notamment pour objectif d'ajuster les référentiels et puis de penser le bon déroulement des visites d'évaluation. D'autres travaux sont en cours, là sur l'habilitation des organismes qui vont être en charge de procéder à ces évaluations. Il y a un enjeu fort qui avait été pointé à la fois par les rapports IGAS en 2018 et le rapport d'Annie Vidal sur la qualité dans les EHPAD également en 2018-2019. C'est également un point sur lequel nous avions été rapidement saisis à la fois par les établissements et les services, mais également par un certain nombre de professionnels en charge de ces évaluations sur le besoin de renforcer la professionnalisation et la robustesse des méthodes et de travailler à l'indépendance, renforcer cette indépendance puisque nous restons dans un cadre de contractualisation entre les établissements et les organismes habilités. Nous avons reçu une saisine ministérielle, nous demandons d'aborder ce sujet dans l'idée d'introduction de l'accréditation par le COFRAC en amont d'une habilitation HAS. Et donc, nous avons des travaux conjoints avec le COFRAC sur ce qui va relever de la norme qui s'appliquera sur le cahier des charges de l'habilitation et sur comment nous allons articuler accréditation et habilitation. Et puis enfin, nous avons également tout l'enjeu de construction d'un système d'information dédié qui sera amené à gérer à la fois les demandes d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation et puis également tout le dispositif d'évaluation. Un des éléments qui change, c'est que la HAS sera destinataire des rapports d'évaluation, alors que jusqu'à maintenant, nous n'avions aucun retour sur le contenu des évaluations. Cela ne nous permettra pas une analyse individuelle des rapports d'évaluation, mais cela peut nous permettre d'une part d'effectuer des contrôles aléatoires sur la qualité des rapports produits par les organismes habilités, mais probablement ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir une analyse plus systémique, plus transversale, nous permettant d'apprécier le niveau de qualité atteint à un niveau national de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de pouvoir faire évoluer à terme notre référentiel et éventuellement d'identifier des sujets sur lesquels les établissements et services auraient besoin que nous apportions des éléments, soit de l'outillage en termes de démarche qualité, soit des recommandations de bonnes pratiques pour éclairer les attendus sur certains critères. Nous sommes dans l'attente de décrets qui vont venir également poser la procédure d'évaluation.
d'abord un décret qui fixe le rythme des évaluations. Ce décret a été voté en CNOS récemment, donc ne devrait pas tarder à être publié. Dans le texte, la version que j'ai vu passer, nous sommes sur un rythme d'une évaluation tous les 5 ans et avec un lissage de l'activité, notamment sur un calendrier qui sera fixé par les autorités de tarification et de contrôle. Et puis un autre décret sur lequel pour l'instant aucune rédaction ne me permettrait de vous donner des pistes sérieuses où il s'agira de définir les modalités de publication des résultats de ces évaluations pour permettre évidemment d'aller vers plus de transparence et permettre à tous d'accéder à ces informations.